Kwai. Je m'appelle Eva et je suis en première année de thèse de biologie végétale. Je suis une passionnée qui adore raconter leurs petites histoires et surtout dans ce podcast où je te révèle leurs petits secrets. En passant par l'art, la musique, la littérature ou encore l'écologie, tu verras, tu ne resteras pas sur ta faim. Dans cette série, l'Hanafuda ou l'éphéméride végétale, tu peux m'accompagner tout au long de l'année en découvrant les fleurs de ce jeu de cartes japonais. On a déjà rencontré le pin, l'abricotier, la pivoine ou encore le mois dernier le chrysanthème et continuons notre périple pour ce mois d'octobre. Tu peux me retrouver sur YouTube et Spotify ou encore Instagram et TikTok et toutes les informations complémentaires sont présentes sur mon site savessence.wordpress.com. Kuxidamen. Hop, ça y est, enfin sortie de mon laboratoire. Piouf! Je préparais mon sirop d'érable, pardi. Bah oui, vu la pluie et le froid des derniers jours, moi je passe en mode cocooning, plaid, chaussettes, thé, tricot et pancake. Et rien de mieux que ce sirop doré pour accompagner ma dégustation. Ah, attends, quoi? Qu'est-ce que tu me chuchotes là? Le sirop d'érable, qu'est-ce que c'est? Je ne t'ai vraiment jamais raconté? Ah, mais alors viens vite t'asseoir, écouter mon histoire. Les érables appartiennent à la famille des sapindacées, et plus précisément au genre Acer, du latin signifiant pointu, en référence à la forme de leurs feuilles. Il existe environ 157 espèces selon le Kew Gardens, qui s'étendent sur l'hémisphère nord. Une seule espèce, Acer laurinum, s'étend jusqu'à l'hémisphère sud. Symbole du Canada et connu pour son sirop, l'érable a le vent en poupe. Cette plante à fleurs produit des fruits ailés, les samars. Tu as peut-être déjà vu ces petites graines hélicoptères. Légères, elles dansent gracieusement avec le vent. Pour ce type de dissémination, on parle d'anémochorie. Anémo, le vent, et chorie, portée. Et on ne parle pas du poisson de Pixar ici. Dory, arrête. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es bien sûr que tu parles baleine? D'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine a développé un système innovant de ravitaillement par voie aérienne, inspiré du samar d'érable. Le design de ce conteneur lui permettait de spiraler lentement vers le sol lorsqu'il était largué d'un avion, et ça, sans parachute. En Europe, on rencontre souvent Acer pseudoplatanus, alors qu'Acer saccharum est connu pour son sirop canadien, tandis que le japonais Acer palmatum ravit nos yeux. La plupart des érables sont des caducs et perdent leurs feuilles à la saison froide et peuvent parfois atteindre 45 mètres de haut. Les plus anciens fossiles d'Acer connus en Amérique du Nord et en Asie datent du Paléocène, il y a environ 60 millions d'années. Et les plus anciens trouvés en Europe proviennent du Svalbard et datent de l'Éocène, il y a environ 38 à 34 millions d'années. Telles les feuilles mortes qui virevoltent dans le vent, nous atterrissons doucement sur le territoire des légendes et des contes. Lors de mes recherches, j'ai trouvé un conte alsacien lié à l'érable. Mais je te mettrai le lien sur mon site car je n'ai pas le temps de te le raconter. J'ai préféré choisir un conte amérindien. Et oui, l'Amérique du Nord, terre des premiers goûteurs de sirop d'érable, est riche en contes et légendes. Partons ensemble à la rencontre des Abénakis et de Cluskabé. Il y a des millions d'années, le Créateur fit de nombreux dons aux hommes pour qu'ils puissent vivre aisément et paisiblement. Le Créateur, dans sa plus grande sagesse, veilla à fournir aux Abénakis pléthore de nourriture à récolter, à cultiver, à chasser. Cela en devenait presque gargantuesque. À chaque saison, sa denrée spécifique. L'hiver accompagnant orignaux et cerfs,
puis les baies et autres fruits apparaissant au printemps et à l'été. Enfin, à l'automne, il a incité les oiseaux aquatiques à revenir de leur migration sur les terres abénaquises, devenant alors un bon gibier de chasse en canoë avant que les eaux libres ne soient entièrement gelées. C'est à cette même époque que le Créateur, particulièrement content de son œuvre, offra aux hommes Cénomosie, l'érable à sucre. Sa sève était aussi épaisse et sucrée que le miel. Il n'y avait qu'à casser l'extrémité d'une branche pour que le sirop coule à flot. Peu de temps après, le Créateur convoqua Gluskabé. Mon cher Gluskabé, mon bon Gluskabé, pourrais-tu garder un œil sur les hommes? J'espère qu'ils font bon usage de mes dons. Va et vole de village en village, rapporte-moi de leurs nouvelles. D'un simple regard, Gluskabé acquiesça, et à peine métamorphosé en hibou, il s'envola pour d'autres horizons. Il visitait chaque village, un à un. Et un jour, il tomba sur un village abandonné. Tout n'était que ruines. Bizarre, ce village était pourtant prospère il y a peu. Pas un bruit. Pas un seul feu ne crépitait. Les champs étaient envahis d'adventices. Mais où sont-ils ? Il eut beau chercher, retourner ciel et terre. Personne ? Je vais m'installer près du feu éteint. Peut-être vont-ils revenir incessamment sous peu de la cueillette ou de la chasse. Alors que la nuit tombait sur la vallée, un étrange gémissement s'élevait de la colline au gré du vent. Gluskabé, intrigué, vola à travers la forêt en direction de la source du son. Il arriva dans un magnifique peuplement d'érables. Plus il s'approchait, plus les gémissements se transformaient en une cacophonie, mélangeant gargouillements et ronronnements de satisfaction. Au centre des arbres, là, il trouva tous les villageois allongés sur le dos sous les branches cassées d'où coulait le sirop d'érable. Hop, direction l'estomac, et l'excès de sucre les avait engraissés et plongés dans une léthargie telle qu'ils étaient incapables de bouger ou d'effectuer un quelconque travail. « Levez-vous ! Allez, bougez vos fesses d'ici et retournez à votre village. Le feu se meurt et les champs sont en friche. » Mais aucun Abénaki ne leva le petit doigt, et même le gros orteil. Ils restèrent à boire goulûment le sirop. Gluskabé, outré, retourna en vitesse auprès du Créateur pour lui faire part de la situation plus qu'inquiétante. Le Créateur fut tout d'abord troublé d'apprendre que le peuple n'appréciait plus toutes les autres joies de la forêt. Puis triste de voir que le peuple ne travaillait plus ensemble, mais que chacun préférait s'asseoir seul buvant sa sève sucrée tout au long de ses journées. Et il glissa doucement vers la colère. Comment ? Ils se gavent et ne prennent plus soin de leurs terres. Ces terres que je leur ai données. Ils ne partagent plus rien, ils préfèrent s'asseoir seuls dans leur coin. Quel égoïsme ! Mon cher Gluskabé, transforme-toi en un vent froid, le plus terrible des enfants que le Nord put porter dans ses flancs. Ça leur apprendra, va. Petite référence à l'épisode d'août. Gluskabé, désormais vent, descend comme une furie au-dessus des forêts. Les températures perdent plusieurs dizaines de degrés. Le froid s'installe. La sève s'arrête net de couler. Gluskabé gonfle. Il balaie rivières et lacs alentour, soulevant dans le ciel des quantités inimaginables d'eau. Il la transporta jusqu'aux érables à sucre et les nourrit jusqu'à ce que leur sève soit extrêmement diluée. Près de 30 à 40 fois, en témoignent certains. Plus tard, quand les Abénakis se remirent à boire leur sève bien-aimée, elle ne coulait plus comme avant. Certains commencèrent à se lever. Gluskabé, où est passé notre élixir doré ? Il en est ainsi désormais. Vous avez abandonné vos terres, vos foyers, pour un simple sirop ? Faible que vous êtes. Le clash. Sachez que le sucre n'a pas disparu, mais si vous voulez retrouver son goût unique, vous allez devoir travailler dur, longtemps. Faire bouillir cette sève qui ne coulera désormais qu'une fois par an. Oui, vous avez bien entendu, une seule fois par an.
à la sortie de l'hiver, afin que vous vous souveniez de votre erreur. 1 fois par an! En entendant cela, les villageois et villageoises s'affolèrent, puis s'organisèrent. Certains fabriquaient des seaux en écorce de bouleau pour recueillir la sève d'érable. D'autres ramassaient le bois pour alimenter le feu. Enfin, vint le rôle le plus crucial, le maître sirotier qui attendait patiemment en touillant la mixture dorée. Il ne fallait pas qu'elle crame. Je devrais plutôt dire maîtresse sirotier, car ce rôle était réservé aux femmes. Et ils firent tout cela sous l'œil et les conseils avisés de Glüskabé. Après quelques années, le village était en partie devenu une érablière dont la sève bouillait jour et nuit pour approvisionner régulièrement les foyers. Les habitants ne comprirent que bien plus tard que le Créateur, dans sa sagesse, avait fait en sorte que la sève cesse de couler dès l'émergence des premières feuilles des érables pour qu'ils puissent admirer la beauté des érables sans être distraits par le travail. Aujourd'hui, à chaque printemps, l'écoulement de la sève d'érable rappelle aux Abénaquis la leçon de Glüskabé sur l'importance d'honorer tous les dons du Créateur et de travailler ensemble. Merci Créateur. Ou Léonie. La légende que tu viens d'entendre a été rapportée par Alexander Côte-Noire, un citoyen de la nation Kosuk-Abénaki qui vit dans le Vermont. Et je l'ai ensuite traduite en français, et légèrement adaptée. De nos jours, certaines anciennes fêtes amérindiennes sont toujours célébrées en Amérique. Comme par exemple la danse de l'érable en l'honneur du Grand Esprit qui, à la sortie de l'hiver, adoucit le vent pour faire disparaître la neige et fait couler les eaux sucrées des érables. Bon, c'est vrai que pour la plupart d'entre nous, si on parle d'érable, on parle forcément du drapeau canadien, avec sa belle feuille d'érable rouge. Il est symbole de résistance, mais aussi des forces militaires canadiennes. Par exemple, les grades militaires des généraux sont indiqués par des feuilles d'érable et non des étoiles ou autres. Il existe aussi un chant patriotique, The Maple Leaf Forever, qui a été écrite par Alexander Muir en 1867, l'année de la Confédération canadienne. Si l'on traverse l'océan, les armoiries de Samatti en Finlande exposent fièrement notre érable. Plus au sud en France, les noces d'érable symbolisent les 58 ans de mariage. L'érable est également un symbole d'Hiroshima, et chaque automne, les Japonais vont admirer les couleurs flamboyantes de l'érable palmé pendant le Momijigari. En japonais, Momitsu signifie changer de couleur. Comment parler d'érable sans parler de son sirop ? Après son sens, découvrons sa sève. Alors oui, on parle beaucoup de ce sirop d'érable, mais en réalité, qu'est-ce que c'est ? Il est fabriqué à partir de sève brute d'érable ou eau d'érable, d'Acer saccharium naturellement sucré. Elle est recueillie à la fin de l'hiver, début printemps, lors de la saison des sucres. Cette pratique est appelée l'acériculture. Le Canada est le plus gros producteur détenant à lui tout seul 95% de la production mondiale. Wow ! Traditionnellement, on fait une petite entaille dans l'écorce de l'arbre pour récolter cette sève brute. C'est parti pour la petite minute physiologie végétale.
Et oui, sève brute par ici, sève brute par là, mais qu'est-ce à quoi ? Dans un arbre, il y a 2 sèves différentes transportées par un système vasculaire. Comme dans notre corps où le sang circule dans nos artères et nos veines. Dans un arbre, on trouve la sève brute et la sève élaborée. La sève brute, la star d'aujourd'hui, est celle qui circule dans des vaisseaux appelés xylèmes, des racines vers les feuilles. En gros, elle monte. Elle est constituée principalement d'eau et de sels minéraux et est donc diluée. Pour l'érable, elle contient 2 à 3% de sucre provenant des réserves de l'arbre. Et ce sucre permet justement de relancer le métabolisme à la sortie de l'hiver. Ensuite, quand vient le printemps, les feuilles synthétisent des sucres via la photosynthèse qui se concentrent dans la sève élaborée et elle circule dans les vaisseaux du phloème et descend approvisionner les racines en énergie. Quand cette sève arrive au cours du printemps, le goût et la qualité du sirop final va changer, passant d'un sirop doré au goût délicat à un sirop très foncé au goût prononcé. Le goût est si amer qu'il sonne le glas de la fin de la récolte. Apparemment, une accumulation de soufre en serait à l'origine lors de l'éclosion des bourgeons. Ce phénomène est appelé buddy au Canada. Des études mentionnent aussi que la qualité du sirop varierait avec la quantité de bactéries qui augmente au fil de la saison. Bon, retournons à notre sève brute ou eau d'érable. Après la récolte, elle est bouillie pour devenir épaisse et ça y est, notre sirop est prêt. Il a généralement une teneur en sucre aux alentours de 68%. Si on le refroidit rapidement tout en le brassant, on peut même obtenir une pâte à tartiner ou glaçage, au choix, de consistance similaire au beurre appelé, sans surprise, beurre d'érable. Mais sans matière grasse, uniquement du sucre venu du sirop. Nom, 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 nom. Bon, entre nous, la meilleure utilisation du sirop d'érable, c'est sur les pancakes et les gaufres. Certains l'utilisent même dans les plats salés, sur des viandes pour qu'ils caramélisent. Une amie qui a voyagé au Canada récemment m'a dit l'avoir retrouvé dans une délicieuse vinaigrette. Ensuite, en fermentant ce sirop d'érable avec d'autres herbes, on peut obtenir des vins apéritifs, voire même des liqueurs après distillation. On trouve aussi la traditionnelle tire d'érable québécoise qui consiste à faire chauffer du sirop d'érable et à le verser sur la neige pour en tirer des bonbons mous. Je te mettrai une petite photo sur mon site. Les Premières Nations, elles, conservaient le sirop d'érable sous 3 formes. Des gâteaux de sucre, du sucre granulé ou du caramel. Lorsque l'eau s'était évaporée, le sirop était versé dans des mokuks, des boîtes hermétiques faites de panneaux d'écorce de bouleau cousus ensemble par des fines bandes d'écorce d'orme. Un sacré pêle-mêle arboré. C'est à l'intérieur des mokuks que le sirop cristallisait et formait des gâteaux de sucre. Tiens, mais d'ailleurs, je n'ai pas fait le petit point histoire. À partir du XVIe siècle, ce sont les peuples natifs de la région, comme les Abénakis, qui ont partagé leur savoir traditionnel de fabrication du sirop d'érable avec les colons européens. Bien sûr, après ça, les colons ne se sont surtout pas gênés pour s'approprier ces pratiques et en développer un véritable business. Le procédé de récolte de l'eau d'érable, la sériculture, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'a commencé qu'en 1680. Aussi, parmi les tribus Ojibwés de la région des Grands Lacs, ce sont les femmes qui avaient la responsabilité de la collecte et de la transformation de la sève. Chaque chef de famille avait sa propre cabane à sucre proche de son bosquet. Le jésuite Sébastien Ralls, qui a vécu parmi les Abénakis, écrivit le 15 octobre 1722 « Il ne manqua pas de sucre dans ces forêts. Au printemps, les érables contiennent un liquide ressemblant à celui que l'on trouve dans les cannes des îles. Les femmes s'occupent de le recueillir dans des récipients d'écorce. Elles le font bouillir et en obtiennent un assez bon sucre. » Pour te donner un ordre de grandeur, 40 gallons de sève étaient collectés pour fabriquer 1 gallon de sirop. Cela équivaut à la transformation de 640 tasses de sève pour produire seulement 16 tasses de sirop. Donc ce sirop vaut vraiment son pesant d'or. Aucune exportation à grande échelle n'a été rapportée avant les années 1920. Naissance de l'industrie du sirop d'érable. Cela est notamment dû à la nette amélioration des outils de récolte et de transformation. C'est ainsi qu'on l'a vu s'imposer comme un produit commercial reconnu et apprécié dans le monde entier. Pour finir, si l'on regarde un peu ailleurs, en France par exemple, Françoise et Grégoire Nicolier nous racontent que les feuilles d'érable mélangées à du son et à de la paille constituent un véritable fourrage pour les vaches. Il n'y a pas que les humains qui se régalent.
Et surprenamment, depuis des siècles, la Corée du Sud est une amatrice de sève d'érable. Par contre, ils la consomment directement comme ça. Connue sous le nom de gorosoe, ou arbre bon pour les os, les villageois coréens lui attribuent une vaste gamme de bienfaits pour la santé. Un peu comme chez nous où l'on voit apparaître la sève de bouleau dans les rayons de pharmacie. Dans une interview, un fermier de 72 ans à Hadong, Monsieur Yeo, raconte que l'idée est de transpirer toutes les mauvaises choses et de les remplacer par la sève en la buvant. Avec la mondialisation, cette pratique s'étend petit à petit et le prix d'achat de cette sève ne cesse d'augmenter. Par contre, sa collecte est limitée. On ne récolte jamais l'eau d'un érable dont le tronc fait moins de 20 cm de diamètre, et comme le dit si bien le coréen Yang Haeun-do, les arbres nous donnent leur sang. Si vous donnez trop de sang, vous devenez faible. C'est pourquoi nous ne perçons qu'un à 3 trous par arbre selon sa taille. Bref, le sirop d'érable n'est pas près de descendre du podium. Évidemment, l'érable à sucre est si important pour les peuples amérindiens qu'il se retrouve même sur les habits traditionnels. Ensuite, du bois d'érable sycomore, on peut en faire des planches de skateboard, des beaux instruments de musique moirés ou même des quilles et des pistes de bowling. Sa résistance et sa durabilité en a fait un allié de force. Et alors, quels sont les bienfaits potentiels de l'érable sur notre corps ? Dans la médecine traditionnelle, on dit qu'une décoction de feuilles d'érable traiterait les démangeaisons sévères, qu'une infusion d'écorce mélangée à de la sève servirait à traiter les yeux irrités, et qu'une infusion d'écorce dans un tout petit peu d'eau serait un bon sirop pour la toux. Alors rends-toi bien compte, mais même aujourd'hui, la chimie du sirop d'érable est mal comprise. Il est si complexe qu'il est impossible à synthétiser en laboratoire. C'est pourquoi les imitations sont bien pâles face à notre authentique élixir doré. Ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Des équipes de recherche du monde entier étudient sa chimie et ses effets en médecine. Selon une étude, il renfermerait plus de 20 composés antioxydants. Des scientifiques de l'université McGill rapportent en 2015 qu'un concentré de sirop d'érable riche en composés phénoliques rend les bactéries plus sensibles à certains antibiotiques. À l'avenir, cela pourrait permettre d'atténuer les problèmes d'antibiorésistance et de réduire la quantité d'antibiotiques administrés à un patient. Affaire à suivre. Aussi, pour citer un dernier exemple, une équipe de l'université Laval a démontré des propriétés anti-inflammatoires du québécol, un polyphénol présent dans le sirop d'érable. Oui, tu as bien entendu, les Québécois n'ont pas pu résister à mettre leur nom sur une molécule. Passons à la recherche et l'écologie. Aujourd'hui, ça va être hyper intéressant. Et pourquoi ? Car la légende racontée est une légende amérindienne et les peuples natifs amérindiens n'ont pas le même contact, le même rapport à la nature que nous. Le livre Paroles des peuples racines, plaidoyer pour la terre de Saba Ramani nous rapporte les témoignages de 19 représentants de peuples racines venus de tous les continents et fait entendre leur voix. Dans ce livre, j'ai trouvé le récit de Déné Choisé, chef traditionnel du peuple Déné du Canada, qui milite pour la cause écologiste et participe même aux négociations des COP. Voici quelques-unes de ses paroles. Les Dénés ont un système matrilinéaire où les femmes jouent un rôle majeur dans le développement de notre culture. Elles sont la force et l'énergie de toutes les fonctions de la tribu, pas seulement la famille, mais aussi la communauté. Donc si j'abuse de la terre-mère, j'abuse aussi de la femme, parce que c'est la même chose. Nous n'abusons ainsi ni de la terre, ni de l'eau, ni du feu, ni de tous les cadeaux que le Créateur nous a donnés. Ma mission est de protéger tout cela, de le préserver et de le transmettre. Lorsque vous cueillez des baies, par exemple, il est naturel pour nous de laisser une offrande à la plante pour la remercier de nous offrir ses fruits et ses remèdes naturels. Je comprends la nature, car toute ma vie j'ai vécu avec elle. Il poursuit ainsi, mais cette reconnaissance n'est pas ancrée chez les Occidentaux. Ils ne la comprennent pas. Un téléphone, un ordinateur, toutes ces machines viennent de la Terre. Or, combien de fois disent-ils merci ? Je pense sincèrement que si l'on prenait plus de temps pour observer la nature, s'émerveiller de sa complexité, on en prendrait sûrement plus soin. Ces mots sont donc à méditer. Poursuivons. Certaines études se penchent aussi sur les effets du réchauffement climatique sur les précieux érables à sucre. Une première étude rapporte qu'une chute graduelle de croissance des arbres depuis les 30 dernières années a pu être significativement corrélée à des perturbations climatiques. Un journal américain d'économie rapporte également que les tempêtes de verglas plus fréquentes et les vents violents peuvent ravager les érablières, sans parler des incendies dévastateurs et des nuisibles qui prolifèrent mieux avec la chaleur.
Par exemple, les tempêtes de verglas ont contribué à réduire le débit du sirop de 40% en 2023 par rapport à 2022. Malheureusement, certains propriétaires d'érablières pensent déjà à s'implanter plus au nord. Mais de l'autre côté de la balance, l'érable, arbre feuillu, retient mieux l'humidité que les aiguilles de pin et est donc moins inflammable, ce qui pourrait sauver les forêts canadiennes. En effet, la perte de couverts forestiers a été multipliée par 5 entre 2022 et 2023, une vraie catastrophe sans précédent. La gestion des forêts devient donc de plus en plus importante et l'érable pourrait bien donner un petit coup de pouce. Au fil des siècles, l'érable, connu pour son sirop doré, est devenu la source d'une véritable économie. D'abord précieux arbre des peuples natifs amérindiens du Nord, il en est devenu le symbole de la force et de l'armée canadienne. L'histoire de Gluska Bay nous interroge sur notre contact avec la nature, avec ce qu'elle nous offre, et pas seulement un sirop pour les pancakes, et s'inspirer de certains peuples racines pourrait nous aider à nous diriger, pas à pas, vers un rapport moins aliéné avec les ressources naturelles, et vers un peu plus de sobriété. Je remercie Bleu Bachir pour le jingle du podcast et Evou pour ses ponctuelles illustrations. Je te remercie également pour ton écoute de ce 10e épisode de la série Anafuda, Octobre et l'érable, quand l'humanité fut sauvée du diabète, du podcast Sève Essence. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube et Spotify. Et tu peux également visiter mon site pour approfondir ces sujets, sèveessence.wordpress.com. J'espère que cet épisode t'a plu et que tu y réfléchiras lors de ta prochaine dégustation de pancakes. Adieu!